C'est ça la différence? Ah. Je Oui. crois qu'il veut sortir. Un mot? Non. Eugène? Faut dire son... Voilà. Ouais. Intertexte, Camille, sorcière des bibliothèques. un podcast animé par Arthur Segar. Ouais, je rappelle juste vite le principe du podcast. Donc, Ouais. c'est qu'on va être avec toi pendant une petite heure et parler de 7 textes différents que tu as choisis. Donc, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour toi, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Mais avant ça, alors en fait souvent au début des podcasts il y a un rituel qui est la présentation de l'invité. Mais Ouais. en fait moi j'ai pas tellement envie de figer mes invités dans une présentation Ouais. ou dans un statut social, dans quoi que ce soit, parce qu'après on a une image Ouais. de l'invité qui est pas toujours la bonne, qui est pas toujours vraie, qui correspond pas toujours à ce qu'on dit après sur les textes. Et donc à la place, enfin je sais pas si ça remplace vraiment, mais là j'ai pris des petites fiches Bristol et j'ai mis des citations sur chacune de ces fiches. Ouais. Donc ça fait comme un petit jeu de cartes. Et donc pour introduire, pour se J'espère que mettre c'est en, pas un pour se quiz. mettre, non c'est pas un quiz, mais juste comme ça tu peux tirer une carte. Il y a une citation et comme ça tu vois ce que ça t'inspire. Ça me fait penser à quand je tire les cartes dans le tarot, tu sais. C'est exactement ça. C'est Oh là exactement là. le même principe. Un tarot on va littéraire. être ouais. J'ai des tas d'amis qui adoreraient ça, là, qui aimeraient beaucoup, je pense, ce jeu. Tu devrais le faire éditer. Ah, Boris Vian. Je conteste qu'une chose aussi inutile que la souffrance puisse donner des droits, quels qu'ils soient, à qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Ah. Il y a plein de choses que ça soulève. Déjà, est-ce que la souffrance est inutile ? Je crois qu'avec ça, je suis assez d'accord. Si on pouvait tous s'éviter des souffrances, ce serait pas si mal. Alors, de là à dire que toutes les expériences qui nous ont fait souffrir ne nous ont rien apporté ou rien appris, là, je serais en désaccord, mais dans l'absolu... Après, c'est pas apprendre, c'est donner des droits. Ouais, La souffrance, ouais, ne donne des droits sur rien. ouais. Je sais pas si je suis d'accord finalement. Mais en fait, c'est dur ton truc parce que c'est presque un sujet de philo et là, je dois y répondre comme ça à brûle-pourpoint. Non, mais tu dois pas y répondre. C'est après ce qui te Parce que vient ça à l'esprit, me... hein. ce On que n'est ça pas là me... pour t'évaluer. Pour me faire une petite disserte orale, eh ben, je pense pas que ça puisse... je pense pas que la souffrance, effectivement, puisse donner des droits, en tout cas, des droits abusifs. Ça n'excuse pas tout. Ça ne permet pas tout à ceux qui l'ont connu. Mais je pense qu'elle peut-être parfois elle doit, être revendiquée parce que justement la souffrance, il dit que la souffrance est inutile. Parfois c'est pas mal de parler de la souffrance et justement de montrer à quel point elle a été inutile pour ne pas qu'elle se réitère. Ça me fait un peu penser à... Il y a des gens sur cette terre qui sont vraiment dans l'optique. Moi j'en ai bavé, alors ceux d'après je vois pas pourquoi ils en baveraient pas. J'ai l'impression qu'elle est un peu sur ça, cette phrase. Un peu comment on utilise la souffrance qu'on a subie pour se donner le droit de faire souffrir d'autres. Mais... Oui, alors si c'est effectivement si c'est ça, j'ai lu en plus l'arrache-cœur, mais j'arrive plus du tout à recontextualiser cette citation. Alors sur ça, effectivement, je suis totalement d'accord avec Boris Vian. Parce que non, partir du principe que faire souffrir est un droit dès lors qu'on a souffert, c'est horrible. C'est horrible humainement, c'est horrible politiquement. Pour moi, rien ne va dans cette logique. Au contraire, j'estime que les souffrances qu'on a vécues devraient juste nous inspirer l'envie de les faire disparaître pour ceux à venir. Ouais, je me souvenais pas du tout de cette phrase. Je l'ai lu jeune, faut dire, ce livre, et à un moment où j'étais ni politisée, ni conscientisée, ni quoi que ce soit. Ça me donne envie de le relire. Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Alors, c'est un des deux
qui m'ont fait réfléchir un peu plus que les autres, parce que les autres, je les ai trouvés en quelques minutes. Je ne m'attendais pas à trouver si vite, mais c'était le cas. Et celui-là, j'ai un peu réfléchi parce qu'au début, j'ai pensé à un livre que finalement je vais utiliser dans une autre catégorie. Et j'ai réfléchi. Et si ça te va, je vais d'abord le citer. Et je pense qu'on va comprendre. Le 24 août 2021. Mon amour, encore mes félicitations pour ton nouveau travail, pour ton activité de macramé et pour tout ce que tu as accompli ces derniers mois, ces dernières années. Il en fallait du courage pour surmonter ces épreuves et affronter l'inconnu, sans garantie de résultat. J'ai toujours cru en toi, car tu es forte, bien plus que tu ne l'imagines. Accepte cette plante en témoignage de ta réussite et de l'admiration que je te porte, et aussi parce qu'il n'y avait plus de shampoing sec. Je t'aime, Clem. Alors ça, c'est l'un des derniers petits mots d'amour que j'ai eu de mon chéri, voilà, qui effectivement, qui a été écrit sans raison particulière, effectivement, parce que j'avais trouvé un travail, parce qu'il a vu cette plante alors que je l'avais envoyée en course en lui demandant du shampoing sec, qu'il n'y avait pas ce jour-là. Et je me suis dit qu'en fait, je voulais aussi un peu de ça dans ma liste, c'est-à-dire pas de la littérature absolument, ou des choses qui ont été publiées, qui sont connues, et que finalement, la beauté de ces petites écritures, ces petits témoignages d'amour, ça m'emporte beaucoup. C'est quelque chose que j'aime faire, écrire pour le plaisir, juste pour rappeler aux gens qu'on les aime. J'écris beaucoup de lettres, ou plutôt des cartes postales d'ailleurs, avec ma meilleure amie, on s'en envoie beaucoup, et ça fait toujours plaisir. Et je crois que ça nous fait un peu exister, ce genre... on est jamais plus authentique que dans ces petits moments où on s'écrit, peut-être pas des grands mots d'amour, mais des petits messages pour rappeler aux autres qu'on les aime, dans un monde où on est un peu... où tout est optimisé, où on nous prend quand même beaucoup pour des rouages d'une machine remplaçable, qu'il faut absolument améliorer le plus possible, mais d'une seule et unique façon. Il y a un petit côté transgressif finalement à exister, puis en plus à exister d'une manière positive, parce que parfois notre manière de sortir de ce monde optimisé, c'est par la dépression, ou parfois pire, des choses malheureuses qui rappellent l'humanité en chacun de nous, mais qui sont malheureuses. Et là, au moins, c'est une jolie manière de se rappeler notre individualité, au sens positif du terme. C'est trop mignon. Je suis fleur bleue. Et j'ai toujours été. J'espère que je le serai toute ma vie. Voilà, puis je suis folle amoureuse de mon chéri. Et pour toi, le geste de l'écriture, c'est important en tant que geste d'amour ? Oui, parce que je pense qu'on perd facilement l'amour. Et à mon avis, d'ailleurs, il y a eu des tas de gens qui ont écrit sur ça et qui disent la même chose que moi, mais en beaucoup mieux. L'amour, il disparaît pas tout d'un coup, du jour au lendemain. Il se grignote. Et écrire, c'est pas anodin. Alors, les mots d'amour, c'est très bien aussi, hein. Il en faut, j'aime en dire, j'aime en entendre. Mais quelque part, il n'y a pas besoin de préparation. Alors que là, tu vois, tu prends ta feuille, un stylo dont tu aimes bien la couleur, tu soignes ton écriture, tu fais attention à écrire droit. Il y a quelque chose de l'ordre du « j'ai pris du temps pour toi ». Et en plus, le temps, c'est quelque chose, j'ai un rapport particulier au temps. J'ai l'impression de le perdre, de le voir. Pour moi, le temps, c'est comme un évier qu'on débouche. Au début, on a l'impression que l'eau s'écoule très lentement. Et en fait, au bout d'un moment, mais tout part dans le siphon. En quelques secondes, on n'a rien vu arriver. Et je trouve que c'est fort de dire, ce temps-là qui m'est précieux, que j'ai l'impression d'avoir si peu, je t'en ai accordé pour quelque chose d'un petit peu soigné, d'un petit peu pensé et de posé. Je t'ai accordé du temps, de l'attention, de l'importance. Je suis un grand fan aussi des correspondances par la poste. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir la poste. Ouais. Je suis d'accord, il y a quelque chose quand même de très romantique. Ouais. Alors moi j'aime bien les romans épistolaires, c'est un style qui m'a toujours plu. Y compris très jeune, alors que mes camarades de lycée trouvaient ça chiant.
Alors moi, je n'ai jamais été d'accord. Je dois être la seule de ma classe à avoir adoré Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, quand on l'avait étudié. Oui, c'est vraiment... Et puis, j'ai un petit côté obsessionnel. Alors, le mot qu'on utilise souvent, c'est perfectionniste. Quel est votre plus grand défaut? Je suis perfectionniste. Donc, moi, je ne suis pas perfectionniste, je le dis, je suis obsessionnelle. Mais de temps en temps, ça a du bon. Et j'aime bien choisir le petit papier ou la petite carte qui va vraiment bien, qui correspond vraiment à la personne. C'est comme pour un cadeau. Quand on fait un cadeau, c'est-à-dire pas le coffret de shampoing gel douche qu'on a pris parce qu'il fallait bien prendre quelque chose, mais quelque chose qu'on a cherché. Pareil, on a mis de l'attention dedans. Alors, moi, bien écrire sur une jolie feuille, dans une jolie enveloppe, sur une jolie carte ou je ne sais quoi, c'est un truc que je trouve qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Et est-ce que tu fais ce truc où les lettres que tu reçois, tu les mets genre dans un classeur et après tu le lis comme un roman épistolaire? Alors, dans un classeur, non. Je trouverais ça un peu administratif comme manière de faire. Quand tu les compiles Alors, j'ai deux choses différentes. J'ai 2 portes chez moi où je colle à la pâte à fixe une grande partie de ma correspondance. Et j'ai une boîte à souvenirs aussi, éventuellement pour les choses un peu plus intimes, dont la lettre que j'ai lue fait partie habituellement. Mais voilà. C'est assez marrant le nombre de gens qui t'enjoignent à la pudeur. Alors même qu'ils lisent des romans qui parlent d'amour de manière beaucoup plus profonde, mais c'est comme s'ils n'avaient pas l'impression que c'était des vraies personnes. Alors quand c'est des gens qui n'ont pas la légitimité du statut d'auteur, ou alors peut-être que c'est parce qu'ils les connaissent, ils sont mal à l'aise qu'on parle de sentiments. Je sais que ma mère, par exemple, a beaucoup de mal avec ça. Tu dis ça à cause des mots sur les murs qui sont exposés à tes visiteurs? Alors, les mots sur les murs ne sont pas trop exposés, parce que, non, plutôt par rapport au fait que j'ai lu une lettre, un mot d'amour de mon chéri, alors que d'autres pourraient trouver ça un peu inconvenant, trop privé. Moi, j'ai pas ce type de pudeur. Je sais plus qui c'est qui disait que... non, c'était pas Rabelais, mais sans certitude, que la pudeur, c'était une des pires formes d'égoïsme. Et... Alors quand j'ai lu ça petite, j'ai cru que c'était la pudeur physique. Puis plus tard, j'ai compris que ça devait plutôt être la pudeur des sentiments. Moi j'aime bien en fait lire des jolies choses, y compris venant d'inconnus, ça me réconcilie un peu avec le genre humain. Faut pas se priver de ce genre de plaisir. Le texte qui parle le mieux d'amour. Ah alors voilà, donc c'est bien, ça fait bien la transition finalement. Alors, j'en ai choisi un. Parce qu'il fallait bien en choisir un. Mais finalement, je trouve que c'est vraiment la catégorie, c'est impossible de choisir. De toute façon, aussi, voilà, qu'on le dise une fois pour toutes, tous ces choix sont de toute façon arbitraires et c'est des choix qu'on fait à un moment donné. Je t'aurais demandé il y a 2 semaines ou dans 2 semaines, si ça se trouve, tu aurais choisi d'autres textes. Alors en l'occurrence, je pense que j'aurais bel et bien choisi celui-ci, mais en même temps, en fait, déjà, l'amour. À savoir quoi? L'amour l'amour romantique, l'amour entre une mère et son enfant ou un père et son enfant. Bon, j'en ai choisi un, effectivement. C'est En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, qui est sorti, je dirais, ça doit être en 2015, un truc comme ça, et dont, effectivement, j'ai choisi un extrait. Alors, dans ce livre, le narrateur, c'est l'enfant unique d'un couple. Un couple dont la mère, on le comprend assez vite, est atteinte d'une folie qui n'est pas si douce que ce que sa famille, son mari et son enfant pensaient au début. Une autre fois, un matin, à l'heure de mon petit déjeuner, alors que mes parents ne s'étaient pas couchés, que certains danseurs sévissaient encore dans le salon en produisant de drôles de sons, que l'ordure dormait sur la table de la cuisine, le nez sur son cigare et le cigare recroquevillé dans un cendrier, que mademoiselle superfétatoire faisait la tournée des dortoirs pour réveiller les évadés de la soirée, je vis ma mère sortir nue de la salle de bain, perchée sur des chaussures à talons. Seule la fumée de sa cigarette habillait inégalement son visage par instants. En cherchant ses clés sur le meuble de l'entrée, elle annonça très naturellement à mon père qu'elle partait chercher des huîtres et du muscadet frais pour les invités. « Mais couvrez-vous, Elsa, vous allez prendre froid », lui avait-il dit en souriant soucieusement.
Vous avez complètement raison, Georges. Que ferais-je sans vous? Je vous aime, le savez-vous? Répondit-elle avant de s'emparer d'une chapka sur le porte-manteau. Naturellement. Puis elle disparut en précédant d'un court instant le vacarme de la porte claquée sur le vent. Avec mon père, nous l'avions observé du balcon, marcher d'un pas impérial, le menton conquérant, ignorant les regards, domptant les trottoirs, jetant d'une pichenette sa cigarette, essuyant ses souliers sur le paillasson, avant de rentrer chez le poissonnier. Durant tout le temps qu'elle passa dans la boutique, mon père lui répondit avec retard, en chuchotant, les yeux voilés. « Je sais bien que vous m'aimez, mais que vais-je faire de cet amour fou? Que vais-je faire de cet amour fou ?» Puis, lorsque maman sortit de la boutique en souriant vers nous comme si elle l'avait entendu, un plateau d'huîtres dans un bras et 2 bouteilles coincées sur ses seins dans l'autre, il soupira. « Quelle merveille! Je ne peux pas m'en priver, certainement pas. Cette folie m'appartient aussi. » Alors pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce que pour moi, l'amour, c'est un partenariat. Je suis pas très catholique, mais l'idée d'être un peu, de se supporter, y compris dans la folie, parce que c'est tout le thème de ce livre. C'est une bonne définition à mes yeux, de l'amour. Alors, je pense pas du tout que ce soit absolu. Je suis tout à fait pour les divorces, surtout s'ils empêchent des cœurs encore plus brisés qu'ils ne le sont déjà. Mais le fait de voir que l'amour peut provoquer cette envie de rester partenaire, y compris dans des situations vraiment difficiles à vivre, c'est vraiment poétique. Alors, je ne voudrais pas d'une fin comme la leur, même si je ne vais pas trop en dire, mais c'est quand même un livre qui m'a incroyablement touchée. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire de l'amour en fait, parce que c'est tellement complexe, même dans le registre de l'amour romantique. J'en parlais tout à l'heure, mais les liaisons dangereuses, ça aurait aussi pu être un excellent exemple, puisque ça parle cette fois de comment l'ego peut gâcher l'amour. Et il y en a 2 que j'ai envie de citer. Déjà parce que ça permet un petit peu de ne pas rester dans la blanchité permanente qui frappe souvent malheureusement la littérature, en tout cas celle qui est légitimée. Il y a La meilleure façon de s'aimer de Akli Tadjer, que j'avais lu il y a quelques années, qui parle effectivement d'une relation entre un fils déjà bien adulte, et sa mère qui est sur un lit d'hôpital, et il y a un dialogue entre ces 2 personnages qui sont aussi les 2 narrateurs, qui racontent l'amour qui les unit et qui n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien faire croire, avec cette histoire d'amour naturel qui toucherait forcément une mère quand elle donne naissance, et qui est en fait une histoire d'amour qui se construit, qui trébuche beaucoup, et que j'avais trouvé très touchant d'authenticité, si on peut dire, pour une fiction, mais loin des clichés finalement très culpabilisants sur ce que c'est que l'amour, et notamment l'amour maternel. Et qui est aussi, si j'ai bien compris, une histoire d'amour à travers une épreuve. Une façon de dire l'amour, c'est aussi rester là, être présent quand il y a des épreuves, un partenariat, oui, comme tu dis, contre l'adversité. Ça, c'est effectivement surtout c'est ce qu'on voit surtout dans En attendant Bojangles, où finalement l'amour est là tout de suite, et on voit comment il arrive à survivre et quelles sont un peu ses stratégies pour survivre quand des drames arrivent. Dans La meilleure façon de s'aimer, c'est plutôt comment il arrive à faire son chemin alors qu'au début il n'était pas forcément présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas présent dans une situation qui en général horrifie les gens. Comment on peut ne pas aimer son propre enfant. Et d'ailleurs, il y avait une phrase, elle m'était restée. Je l'ai même un peu utilisée pour moi dans mes relations après. C'est un flashback de ces deux narrateurs, le fils qui doit avoir 40 ans. Et la mère qui en a du coup 65-70. Et il se rappelle un moment quand il est adolescent, et c'est lui qui dit à sa mère j'aimerais bien que tu me fasses une place un peu dans ta vie, maman.
Et elle lui répond, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon fils, t'as une place? Et à ce moment, il lui répond, non maman, une vraie place, pas un strapontin. Et j'avais trouvé l'image très... alors, jolie, je sais pas, mais ouais, très percutante. Dans certains moments de la vie, effectivement, on a l'impression d'être un peu un siège éjectable, enfin sur un siège éjectable plutôt. Et donc, il faut travailler aussi à faire une place pour les gens qu'on aime. Et que, par exemple, une mère avec ses enfants, il faut que la mère, elle fasse une place pour accueillir ses enfants. Ouais, je pense. Parce que, après, c'est ça. Genre, rien n'est donné, en fait. Enfin, rien n'est automatique. C'est qu'il faut construire aussi, co-construire un amour pour que ça marche. Alors, que rien n'est automatique, ça, effectivement, je le pense. Ça dépend un peu de chacun et chacune. Dans le cas de l'amour maternel, je me souviens que moi, mes enfants, effectivement, je les ai aimés tout de suite, dès les premières minutes de leur vie. Alors, est-ce que c'est hormonal, est-ce que c'est culturel, j'en sais rien. Mais en même temps, c'est vrai que c'est étrange, quand même, d'aimer une personne que tu connais depuis quelques jours à peine. Je vois pas pourquoi c'est censé être si naturel que ça, parce que c'est même assez presque contradictoire quand on y réfléchit. Puis en plus, c'est pas rien comme amour, c'est très engageant. On aime quelqu'un qui est totalement dépendant. Moi, je me souviens avoir... On en revient un peu au temps. Je me souviens avoir très mal vécu une période de la vie d'une de mes filles où elle était très dépendante de moi, effectivement, et elle allait très peu vers les autres, notamment chez son père. Et ça m'a presque mis en dépression parce que je trouve ça, dans l'absolu, je parle là pour le coup, je dépasse le simple fait, enfin le simple sujet de mes enfants, parce qu'en fait c'est tout à fait logique que des enfants qui sont absolument pas autonomes et qui ne peuvent pas survivre seuls soient dépendants de toi. Mais d'un point de vue plus global, les gens qui te donnent l'impression que leur survie, au moins leur survie émotionnelle, repose sur tes épaules, mais ça me terrifie. Je comprends pas les gens qui sont un peu qui sont des pervers narcissiques ou qui profitent de leur statut un peu supérieur pour se faire mousser dans des relations romantiques, parce que moi ça me fait incroyablement peur, quoi. Ressentir un ascendant sur une personne avec qui j'ai une relation, je trouve ça horrible. Je trouve ça pas très sain et puis en plus pas très intéressant, honnêtement. Et je me souviens avoir effectivement déjà ressenti qu'une personne, t'as l'impression qu'elle s'ouvre la poitrine et qu'elle te met le cœur entre les mains. Elle dit, bah tiens, maintenant t'en as la responsabilité, si tu le fais tomber, je serai morte, ce sera à cause de toi. Enfin, l'amour, c'est aussi, faut apprendre à rester un peu dans le quant à soi aussi. Et d'ailleurs, même sur l'amour maternel, hein. J'ai choqué quelqu'un récemment en disant que mon bonheur était tout aussi important à mes yeux que celui de mes enfants. Alors évidemment, si la maison demain elle est en flammes, je sacrifierai ma vie pour celle de mes enfants. Mais alors par contre, une vie d'abnégation et de sacrifice, quelle horreur. Puis en plus, pourquoi faire? Pour leur apprendre à faire la même chose quand elles seront plus âgées? Leur dire maintenant je fais tout pour qu'elles soient heureuses, mais ça durera que jusqu'au moment où elles seront elles-mêmes mères. Enfin, quelle est la logique? Donc non, mon bonheur il est aussi important que celui de tous les gens que j'aime. Parce que de toute façon, a priori, les gens que j'aime sont plus heureux si je suis heureuse, ou du moins si je le suis le plus possible. Donc, ouais, c'est pour ça, c'est complexe l'amour. C'est parfois automatique, mais ça veut pas dire que c'est éternel. Ça s'entretient, ça se construit parfois. Ça doit pas être trop fusionnel. Un peu une formule à la con en plus, hein, que j'avais lue, je crois que c'était dans un magazine féminin quand j'avais 13 ans. Mais la formule, je la trouvais pas totalement con et elle m'est restée. Ça disait que l'amour, enfin, en tout cas la relation amoureuse romantique, mais je crois que ça peut s'appliquer un peu à toutes les formes de relations, c'était 3 entités. Toi, moi et nous. Et j'aimais bien l'image en fait. Effectivement, il y a nous en tant que couple, on projette, on construit, et il y a une vraie place pour ce nous, parce que s'il n'y en a pas du tout, là pour moi ça marche pas non plus. En tout cas, moi c'est pas du tout des choses qui me conviennent en amour. Mais il y a aussi ce tu et ce je qui reste, qui existe toujours et qui s'efface pas au profit du nous.
C'est pour ça que c'est complexe. Un texte qui provoque la réflexion. Alors, celui-là, clairement, il n'y aura pas de choix parce que j'ai été dans ma vie un bébé enseignant-chercheur, une bébé enseignant-chercheuse, féminisons les noms des métiers, et des livres qui provoquent des textes qui provoquent la réflexion, il y en a plein. Il y en a plein et j'essaye toujours d'en avoir des nouveaux. Alors, je pourrais donner quelques noms. Par exemple, le premier qui m'a vraiment marqué, c'est Accouchement, les femmes méritent mieux de Marianne Lahaie. Ça m'a marqué parce que mon accouchement, qui est un moment très très désagréable de ma vie, est l'événement qui m'a fait vraiment rentrer dans les considérations et les réflexions féministes. Alors je dis pas qu'avant je m'étais jamais posé aucune question, mais c'était un peu comme ça, de loin. Et là, j'avais vraiment vécu quelque chose de traumatique, donc je me suis... je me suis beaucoup renseignée, mais non, c'était plus que ça. C'était une sorte de recherche effrénée de voir si j'étais la seule à ressentir ça, parce que malheureusement, c'était peut-être 2 ou 3 ans avant que les violences gynéco deviennent un gros sujet, parce qu'à un moment, ça a été très médiatisé, et pas de bol, moi, mon accouchement, il a eu lieu, je dirais 3 ans avant. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être seule dans cette histoire, et du coup, c'est vrai que ce texte-là m'avait un peu marqué. C'est pas le premier texte de l'ordre de l'essai ou de l'ouvrage critique que j'ai lu, mais c'est le premier dont je me souvienne qui a vraiment fait un effet. Je peux aussi parler de ceux que je lis en ce moment. En ce moment, je lis Les mots sans les choses de Éric Chauvier, qui est un anthropologue et que je trouve très très difficile à lire. Le concept central de ce livre, c'est la fiction théorique, qui est, si je ne suis pas totalement à côté de la plaque, le fait de plaquer sur nos vies, sur nos expériences, un vocabulaire savant, mais assez désincarné de son sens véritable et de la rigueur intellectuelle qui devrait les accompagner. Et du coup, de faire disparaître en fait cette expérience singulière sous ce jargon que, selon lui, les gens se sont beaucoup appropriés. Enfin, c'est passé dans un langage plutôt courant, sans que ce soit usé à bon escient, sans que ça signifie vraiment quelque chose. Il parle de langue ou langage désaffecté. Alors, la preuve que des choses peuvent nous faire réfléchir même si on n'est pas d'accord. Je trouve ce livre très intéressant, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette thèse. Parce que il a l'air de dire que le fait que la sociologie, j'ai un peu l'impression que c'était le procès de la sociologie, quand faisant des études sur des groupes sociaux, on empêchait les individualités et ce qu'il appelle les étrangetés d'émerger. Ce qui me semble être une accusation un peu lourde. Alors ça peut être un écueil de la sociologie, de vouloir lisser les marges pour que tout rentre bien dans une théorie, mais c'est seulement un écueil, c'est pas l'essence de la sociologie, et je ne crois pas du tout que ça empêche d'avoir aussi une vision, de prendre en compte l'individualité de chacun. Et surtout, ce qui me gêne beaucoup dans cette réflexion, c'est que je trouve que ça rend un peu difficile le fait de développer une pensée politique. Parce que, pour prendre un exemple bien connu de tous, et qui en plus fera écho à mes propres réflexions politiques, le fameux « not all men », c'est là qu'on l'explique très bien. Non, tout homme rencontré individuellement au cas par cas n'est pas coupable forcément de ce qui est reproché aux hommes. Ça ne change rien au fait que les hommes, en tant que classe sociale, ont des tendances, reproduisent des schémas, ont tendance à tuer ou à battre leur conjointe, et que c'est important de l'identifier, ça, pour pouvoir le combattre, le changer. Je sais pas, je suis très étonnée par ce discours. Je l'ai pas fini, hein, je dois aussi l'admettre. Si Éric Chauvier un jour entend ça, peut-être qu'il va être très fâché, dire elle a absolument rien compris, et dans ce cas je m'excuse, je le prie de m'excuser. Mais le problème, c'est que ça empêche un peu toute réflexion politique de ce que c'est que notre société qui, je le crois, a effectivement des tendances selon des groupes sociaux divers et variés, caractérisés par leur genre,
par le fait qu'il soit racisé ou non, par le fait qu'il soit valide ou pas. Mais voilà, et en même temps, ça m'a fait énormément réfléchir à plein de choses, sur le plan politique, sur le plan plus individuel et personnel. Donc c'est très bien. Et j'ai aussi envie de citer, alors le prochain, mais juste comme ça en passant, parce que du coup... Celui que tu vas lire après. Ouais, le prochain, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter, j'ai fini par le faire. C'est celui de Corinne Rostin, j'espère que je le prononce bien, qui s'appelle Une institution dégradante, la prison. Parce que voilà, le milieu carcéral, c'est un peu le sujet qui attire mes obsessions du moment. Et j'avais envie d'ajouter aussi que ce qui provoquait la réflexion, en tout cas ce qui avait provoqué la réflexion chez moi, c'est par ça que j'ai commencé. C'est pas seulement les essais et les ouvrages critiques publiés aux éditions je ne sais quoi, mais que les blogs en fait. Ça m'avait énormément ouvert. J'ai commencé avec le blog de Myriam Mal, du projet Crocodile, qui sont faciles d'accès et finalement c'est très bien. Et donc notamment sur les questions féministes dont tu parlais. Ouais, notamment sur les questions féministes, mais pas que. Le simple fait en fait d'être sur Twitter, qui est un réseau social très particulier. J'ai fait plusieurs essais avant d'y rester pour de bon. En fait, je crois qu'il faut juste avoir une liste d'abonnés et d'abonnements plutôt bien carrée pour éviter de tomber sur la lie de l'humanité, puisque Eugénie Bastier, par exemple, est sur Twitter. Darmanin aussi. Peu fréquentable sur Twitter. Exactement. Mais une fois qu'on a fait un petit peu son tri, moi en fait j'ai été confrontée à des tas de paroles qui sont en général des paroles silenciées, invisibilisées dans le monde, et à qui Internet a donné cette formidable faculté de pouvoir parler sans passer par un autre biais que celui qui est leur clavier. Et ça m'a confrontée dans mes présupposés, mes discriminations plus ou moins consciemment intégrées. Et c'est comme ça que j'ai pu réfléchir à l'islamophobie, notamment celle qu'il y a dans beaucoup de formes de féminisme, de pseudo-féminisme, le validisme, la question de la transidentité. Et moi, je trouve ça formidable. Je trouve qu'Internet, c'est vraiment le média qui a tout changé, puisqu'il n'y avait plus besoin d'être journaliste ou d'être surtout propriétaire d'un groupe de presse. Là, tout le monde pouvait parler. Alors, est-ce que tu étais entendu après ? Ça, c'était pas aussi simple, mais en tout cas, tu pouvais parler. Et il y a eu énormément de gens dont on n'entendait pas du tout la voix avant, qui tout d'un coup ont pu avoir leur voix citoyenne et qui parfois ont vraiment fait changer les choses jusqu'à influencer les médias plus légitimes, en tout cas plus légitimes sur le plan de l'information ou de son traitement. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit ? Alors ce sont des textes qui ne sont pas des livres. J'aurais voulu avoir écrit le dernier album de la chanteuse Pomme, dont je suis incroyablement fan. Je l'ai vue 2 fois en concert sur la même tournée, parce qu'elle est revenue à Nancy pour une 2e fois, parce qu'on a un festival ici qui s'appelle les NJP. Je crois que je n'étais pas la seule d'ailleurs. Et son dernier album, toutes les chansons qu'elle a écrites, ça aurait pu être moi qui les aurait écrites, vu comme ça fait écho à plein de choses que j'ai vécues, et en même temps je suis incapable, je suis nulle pour écrire des chansons ou de la poésie, parce que j'ai tendance à faire des longues phrases avec des métaphores, alors le style un peu concis et droit au but, mais en même temps en restant dans le poétique qui sied à ce style d'écriture, je l'ai pas du tout. Et donc un peu par procuration, j'écoute et je réécoute cet album qui en plus a été un peu un album de deuil aussi, parce que je l'ai beaucoup écouté quand j'ai perdu une amie à moi dans des circonstances vraiment dramatiques, et puis surtout des circonstances qui me concernaient aussi, parce que c'est une souffrance qu'on a partagée et qui malheureusement a fait beaucoup plus de dégâts chez elle. Et j'aime beaucoup la variété française. Je suis une incroyable fan de Souchon aussi, que j'ai vu plusieurs fois et à qui j'ai lancé peut-être 1 ou 2 phrases très groupies
lors de ses concerts, alors qu'il avait déjà, je pense, 70 ans et plus beaucoup de cheveux sur la tête. J'aime beaucoup Ben Mazué aussi, mais c'est vrai que Pomme, c'est un peu ma petite favorite. Donc des chanteurs et des chanteuses un peu fleurs bleues, sensibles. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. J'aime bien quand c'est assez simple et après l'écriture musicale aussi est très importante pour moi dans la musique parce que en fait des jolis textes sur une musique un peu enfin pas assez travaillée ou pas assez fine, c'est juste des textes cachés. Il valait mieux les publier dans un recueil de poésie et je pense qu'on peut il y a beaucoup de choix narratifs en fait qui sont possibles dans le choix d'instruments et ça c'est j'ai la chance de partager ma vie avec un compositeur de musique, donc forcément ça m'a un peu permis de développer mon acuité vis-à-vis de ça. Et c'est aussi là que j'aime énormément le dernier disque de Pomme, parce que elle est sur... alors elle est un petit peu dans les instruments électroniques, comme ça se fait beaucoup maintenant, mais sans tomber dans l'écueil de la surenchère, comme font, à mon point de vue, beaucoup. Et en même temps, il y a parfois des sons qui ressemblent presque à des orgues de Barbarie, qui est un instrument que j'adore. Et elle a aussi tout un morceau où en fait elle ne fait que chanter, chanter sans parole dans ce qui j'imagine est une chapelle, puisque le morceau s'appelle Chapelle. Et puis en plus je la trouve dingue de maturité par rapport à... Alors, encore une fois, par rapport à ses textes, mais aussi par rapport à comment elle a écrit sa musique. Elle joue plein d'instruments. Et c'est vrai que chanteuse, c'est quelque chose qui m'a toujours fait fantasmer. Alors, pas du tout pour la célébrité. Les gens qui veulent absolument être célèbres, qui feraient tout pour ça, y compris faire des trucs de télé-réalité où on leur demande quand même de jouer des teubés, parce que je pense qu'en plus, la plupart des gens qui sont dans ce type d'émission savent très bien que c'est ça, c'est ce rôle-là qu'ils vont jouer, mais ça n'a pas d'importance. Moi, c'était pas pour ça, c'était pour... je crois que ça m'aurait plu de livrer au monde un peu de ce qui se passe à l'intérieur et d'être regardé. Donc, quelque part, c'est presque... La différence, elle est ténue entre l'envie d'être célèbre et l'envie d'être regardé, mais l'envie d'être regardée ou peut-être l'envie d'être écoutée, un peu comprise. Et par exemple, tu disais une chanson qui est bien écrite mais avec une mauvaise musique, autant faire un recueil de poèmes. Donc ce serait quoi pour toi la différence entre rêver d'être chanteuse et rêver d'écrire un recueil? Il y a un truc qui passe plus par le corps dans le fait de chanter. D'ailleurs, toi, tu chantes un petit peu? Alors, je chante un petit peu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire en public, mais j'adore chanter. Effectivement, j'adore chanter. Il y a quelque chose d'exutoire là-dedans. C'est vraiment un plaisir effectivement physique. Est-ce que c'est pour montrer mon corps? Je suis pas sûre. Après, il y a aussi une réponse très basique. C'est la poésie. Pendant très longtemps, j'ai trouvé ça chiant. Donc j'étais pas particulièrement sensible à cette forme-là d'écriture. Et c'est sûrement pour ça que je me suis moins projetée dedans. Puis ouais, il y a la musique qui accompagne le chant. Déjà, le fait de chanter plutôt que parler, ça ajoute en émotion. Et je pense que c'est la monstration que je fantasme par cette idée d'être chanteuse. C'est de la monstration d'émotion. Et le chant ajoute, de mon point de vue, de l'émotion. Et la musique en ajoute encore un peu plus. Je pense que c'est pour ça que chanteuse... Et puis peut-être aussi parce que ça touche plus de monde en général, la chanson française, que la poésie, surtout la poésie contemporaine. Un texte à offrir? Alors celui-là, c'était le plus facile. C'était le plus facile parce que je l'ai offert, tout simplement. C'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est un livre que m'a fait découvrir une amie quand on était toutes les deux dans le même master. Et j'ai trouvé merveilleux. Et en plus, j'ai du mal à expliquer pourquoi je le trouve merveilleux, parce que c'est un roman... est-ce que j'ai du mal à l'expliquer, ou est-ce que c'est plutôt que je me laisse influencer par des avis ou des conceptions de ce que c'est que la littérature plus ou moins légitime?
C'est un roman d'aventure et je trouve que c'est un équilibre parfait d'aventure, il y a un peu une histoire d'amour, mais pas trop, pas à l'eau de rose, quelque chose de fin. C'est un petit peu mystérieux. Le rythme est parfait, suffisamment soutenu, mais il prend aussi assez son temps pour qu'on ait des vrais moments d'émotion. Et c'est un livre incroyable, sans que je me l'explique effectivement totalement. Et c'est un livre que j'offre tout le temps. C'est-à-dire que dès que je passe devant un bouquiniste, notamment dans les marchés, là, avec leurs grandes tables et leur poche à 2 € pièce, s'il y est, je le prends. Je le prends toujours et je l'offre. Je l'ai offert à ma mère, je l'ai offert à ma meilleure amie, je l'ai offert à plusieurs personnes et je l'ai aussi, la dernière fois que je l'ai offert, c'est parce que je suis partie d'un club de lecture où on s'offre, chacune offre à une autre un livre. Et toutes les personnes à qui j'ai offert ce livre m'ont remercié, voire plusieurs fois d'ailleurs, de leur avoir offert. Et comme, clairement, si je suis écoutée, je veux absolument que les gens qui m'écoutent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, lisent ce livre. J'ai choisi un petit extrait qui, là, pour le coup, normalement, ne dévoilera rien, qui est d'ailleurs dans les toutes premières pages, et qui, j'espère, donnera envie. Et là encore, le narrateur, c'est un petit garçon, à peu près du même âge que celui de Bojangles. En arrivant dans la rue Arco del Teatro, nous nous aventurâmes dans la direction du Raval, sous l'arcade qui précédait une voûte de brouillard bleu. Je suivis mon père sur ce chemin étroit, plus cicatrice que rue, jusqu'à ce que le rayonnement des Ramblas disparaisse derrière nous. La clarté du petit jour s'infiltrait entre les balcons et les corniches en touches délicates de lumière oblique, sans parvenir jusqu'au sol. Mon père s'arrêta devant un portail en bois sculpté, noirci par le temps et l'humidité. Devant nous se dressait ce qui me parut être le squelette abandonné d'un hôtel particulier ou d'un musée d'écho et d'ombre. « Daniel, ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne, pas même à ton ami Thomas, à personne. » Un petit homme au visage d'oiseau de proie et aux cheveux argentés ouvrit le portail. Son regard d'aigle se posa sur moi, impénétrable. « Bonjour, Isaac. Voici mon fils Daniel, annonça mon père. Il va sur ses 11 ans et prendra un jour ma succession à la librairie. Il a l'âge de connaître ce lieu. » Le nommé Isaac eut un léger geste d'assentiment pour nous inviter à entrer. Une pénombre bleutée régnait à l'intérieur, laissant tout juste entrevoir les formes d'un escalier de marbre et d'une galerie ornée de fresques, représentant des anges et des créatures fantastiques. Nous suivîmes le gardien dans le couloir du palais et débouchâmes dans une grande salle circulaire où une véritable basilique de ténèbres s'étendait sous une coupole percée de raies de lumière qui descendaient des hauteurs. Un labyrinthe de corridors et d'étagères pleines de livres montait de la base au faîte, en dessinant une succession compliquée de tunnels, d'escaliers, de plateformes et de passerelles qui laissaient deviner la géométrie impossible d'une gigantesque bibliothèque. Je regardai mon père, interloqué. Il me sourit en clignant de l'œil. « Bienvenue, Daniel, dans le cimetière des livres oubliés. » Ça me paraissait le parfait extrait pour donner juste ce qu'il faut l'envie. J'aime bien que ça se passe dans une bibliothèque, puisque, Intertexte, le nom du podcast, c'est en rapport à cette notion d'intertextualité qui veut que tout texte, en fait, c'est un peu une bibliothèque, puisque tout texte renvoie à une multitude d'autres textes. Il y a déjà plein de textes dans n'importe quel texte. Ah oui, mais je pense que c'est assez agréable, hein, effectivement, d'être, quand on est amoureux ou amoureuse des livres, déjà d'être dans un roman qui tourne autour d'eux. Je vais quand même un peu raconter la suite, puisque c'est dans les pages tout de suite après. Daniel, le petit garçon, a le droit de choisir un livre. C'est un peu la tradition de tous ceux qui découvrent ce lieu pour la première fois. Il choisit un livre et en fait, il choisit le livre le plus mystérieux. Un auteur inconnu, une édition toute petite dont il reste presque aucune trace. Et en fait, il va partir à la recherche de l'histoire de ce livre et il va découvrir tout un tas toute une intrigue incroyable. C'est marrant, je me souviens, l'ami qui me l'a conseillé m'avait dit, ça m'avait marqué, je trouvais ça rigolo comme formule. Il m'a dit, je donnerai tout ce que je possède pour pouvoir le relire une nouvelle fois pour la première fois.
Et je comprends parce que du coup, ça fait longtemps que je l'ai lu. Ça va faire 5-6 ans. Et j'ai vraiment attendu patiemment de l'avoir quand même relativement oublié. Alors évidemment, il y a des choses dont je me souviens. Ce ne sera pas non plus une toute première lecture. Mais je l'ai suffisamment oublié pour avoir un vrai plaisir de découverte là à cette seconde lecture. Et tu disais, donc là le narrateur c'est un enfant comme dans le livre d'Olivier Bourdeau. Et est-ce que pour toi, dans la littérature, il y a quelque chose de l'enfance ou quelque chose qui est lié à l'enfance? Oh là là. Ou est-ce que c'est une façon de jeter un regard d'enfant sur le monde? Parce que là tu disais, c'est vraiment la découverte d'un univers à travers les yeux de ce garçon qui découvre aussi des choses incroyables. Donc peut-être que lire un roman comme ça, c'est aussi se mettre à la place de cet enfant-là qui découvre le monde avec des yeux neufs. Bah, c'est sûr que de façon très, oui, très directe de répondre à cette question qui mérite aussi d'autres couches de lecture et de réponses. Je pense qu'effectivement, l'intérêt d'avoir un narrateur enfant, c'est qu'on peut lui donner une voie de découverte, une vision d'innocence et de découverte. Après, cette question, elle est intéressante parce que moi, le livre, enfin les livres, c'est quelque chose que j'ai surconsommé quand j'étais gamine. Enfin, enfant et adolescente. Maintenant, je regrette énormément d'avoir perdu ma capacité de lecture parce que je suis très souvent fatiguée. Et pas du tout, je me sens souvent pas la force en fait de me lancer dans une lecture, donc j'avance beaucoup moins vite, ou je lis pas en entier, ça me complexe beaucoup, ça me déçoit d'une manière plus personnelle et intime. Mais enfant, effectivement, en fait je considère que les livres m'ont un peu sauvé la mise, c'était un refuge. Donc il y a quelque chose effectivement de l'ordre de l'enfance, et puis le roman qui fait voyager la plupart du temps, qui permet d'avoir une autre vision du monde. Effectivement, il y a quelque chose, en tout cas symboliquement parlant, de l'ordre de l'enfance, puisque on s'autorise à avoir une vision qui n'est pas celle prémâchée, fabriquée, dans laquelle on est censé rentrer docilement plus tard. Donc ouais, je pense qu'en fait, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont dit avant, mais c'est effectivement assez pertinent d'associer l'idée de la transgression, même si c'est de la transgression de salon de lecture, à l'idée d'enfance. Parce que l'enfance, ça représente, ça veut pas dire que ça n'existe pas que ça n'existe que pendant l'enfance. J'espère d'ailleurs que dans mon cas, ça existe toujours, même si je ne suis malheureusement plus une enfant. Mais l'enfant, ça représente cette idée d'avoir un regard sur les choses qui n'est pas encore vicié, qui est encore dans l'ouverture à une possible autre façon de vivre, autre façon de voir le monde. Qui sont des espoirs qu'on a souvent perdus au bout d'un certain âge, malheureusement. Un livre dans lequel tu aimerais vivre. Ou j'ai dit un livre, en fait, c'est un texte dans lequel tu aimerais vivre. Oui, de toute façon, ce sera quand même un livre. Alors là, c'est sûr. Alors, réponse, je suis sûre que les gens de ma génération, il y en a au moins 50% qui auraient répondu exactement la même chose, mais tant pis, j'assume. C'est Harry Potter. Et je vais d'abord lire un extrait et ensuite, je vais un peu expliquer. Je me demande si j'aurais pas répondu ça aussi. Et d'ailleurs, pour le coup, l'extrait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas choisi celui-là, mais j'expliquerai après pourquoi. Donc, c'est le premier. C'est le premier tome, la page 35. Lorsqu'il était plus jeune, Harry avait souvent rêvé qu'un parent lointain et inconnu vienne le chercher et l'emmène avec lui, mais cela n'était jamais arrivé. Les Dursley étaient sa seule famille. Parfois, cependant, il lui semblait, ou peut-être était-ce un simple espoir, que des gens qu'il croisait au dehors le reconnaissaient. C'étaient d'ailleurs des gens très étranges. Un jour, un homme minuscule, coiffé d'un chapeau haut de forme violet, s'était incliné devant lui pendant qu'il faisait des courses avec Dudley et la tante Pétunia. Après lui avoir demandé d'un air furieux s'il connaissait cet homme, la tante Pétunia s'était dépêchée de les faire sortir du magasin sans avoir rien acheté. Un autre jour, dans un bus, une vieille femme échevelée, tout habillée de vert, lui avait fait de grands signes de la main. Récemment encore, un homme chauve dans un long manteau pourpre lui avait serré la main dans la rue, puis était reparti sans dire un mot.
Le plus étrange, c'était que tous ces gens semblaient toujours disparaître dès que Harry essayait de les regarder de plus près. À l'école, Harry n'avait pas d'amis. Tout le monde savait que la bande de Dudley détestait Harry Potter, avec ses vêtements trop grands et ses lunettes cassées, et personne n'avait envie de déplaire à la bande de Dudley. Alors j'ai choisi cet extrait qui ne parle pas encore de magie, et qui d'ailleurs est un extrait qui a lieu avant le moment où Harry découvre qu'il est sorcier. Ouais, parce que pour ceux qui n'auraient pas lu Harry Potter, donc là tout le monde le reconnaît. Enfin, c'est quoi le contexte? Pourquoi tout le monde reconnaît ce garçon qui a priori n'a rien de spécial? Et pourquoi c'est des gens bizarres qui le reconnaissent? Oui, c'est vrai que ce serait pas mal de contextualiser, même si c'est pas ce qui était le plus important dans le choix de cet extrait. Mais donc Harry Potter est un sorcier, ce qu'il ignore encore, puisqu'il a, là encore, on a un enfant de 11 ans qui vient tout juste d'avoir 11 ans. Et c'est un sorcier surtout qui a quasiment détruit le plus puissant des mages noirs. Et c'est pour ça qu'il est connu dans le monde des sorciers. C'est un monde qu'il ne connaît pas encore à ce moment-là. Et la seule vie qu'il ait jamais connue, c'est une vie de harcèlement scolaire, de maltraitance, notamment dans sa famille, puisqu'il vit avec son oncle et sa tante et son horrible cousin. Et surtout, c'est une vie où on ne lui a jamais envoyé comme image de lui-même que le fait qu'il était étrange et bizarre, dans le sens très péjoratif du terme. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait, qui me parle toujours, cette étrangeté. Donc on en a déjà un peu parlé, mais ça fait 5 ans que je me pose des questions, que j'hésite à faire peut-être des recherches, des tests, et puis finalement j'ai fini par les faire. Et effectivement, je suis HPI, voilà. Je suis ce qu'on appelle les neuroatypiques, puisque ce terme est particulièrement à la mode, même si ça m'agace qu'on parle de mode pour parler de ces spécificités, parce qu'effectivement on en parle plus. Est-ce qu'il faut le décrire comme une mode, une mauvaise mode en plus? Je suis vraiment pas sûre, mais bon, je digresse. C'est un diagnostic médical, quoi, donc c'est pas toi qui... Alors, on estime que être HPI, ce n'est pas un diagnostic, car ce n'est pas un trouble. Bon, en l'occurrence, c'est bien quand même intégré dans la grande catégorie un peu plus large de la neuroatypie, à laquelle je fais en plus partie au titre d'un autre trouble, mais assez mineur, découvert en même temps, qui est le trouble déficitaire de l'attention. Mais surtout, en fait, j'ai commencé ces questionnements par des soupçons d'autisme, que j'ai mis de côté après parce que ça me semblait ne pas coller tout à fait, mais c'est là que le HPI révèle et explique plutôt bien... C'est marrant, j'ai utilisé les deux termes de l'ontophanie. Donc je me suis révélée à moi-même, mais finalement c'est assez vrai. En fait, tout simplement ou pas, être HPI, ça veut dire faire partie d'une catégorie relativement nombreuse, parce qu'on est quand même 2% à être HPI. Mais en tout cas, on a un fonctionnement qui est différent des 98% autres, qui sont quand même en fait une assez belle majorité tout de même. Et toute ma vie, je me suis sentie en décalage. J'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas, et que d'ailleurs l'inverse était relativement vrai. J'avais une assez bonne perception de la psychologie des gens, et en même temps, je n'arrivais pas à comprendre comment ils voulaient que je me comporte, qu'est-ce que j'étais censée faire, comment j'étais censée leur parler, ou qu'il fallait pas rire trop fort, surtout quand on est une fille d'ailleurs, ou parler trop fort aussi. Et j'ai beaucoup vécu le harcèlement scolaire dans ma vie, beaucoup. Très jeune, ça a commencé très jeune, j'étais vraiment une petite fille de 7 ans. De 7 ans. Quel âge on a quand on débute le CE1? Oui, 7 ans, je crois. Ouais, par là. Et j'ai vraiment... On m'a renvoyé cette différence à la figure toute ma vie. Et du coup, Harry Potter, c'était... j'en rêvais de ça. J'en rêvais de découvrir que en fait, il y avait un monde avec des gens comme moi qui allaient un jour m'accueillir et où en fait, ma différence, ce serait ce qui ferait de moi quelqu'un de... Alors peut-être pas d'extraordinaire, je sais pas si j'en demandais autant, mais quelqu'un avec qui il était désirable de passer du temps et de vivre. Donc vraiment, ça ne pouvait que répondre en fait à mes peurs, à
à mes difficultés. On m'a dit dans toute ma vie que j'étais snob ou que j'étais orgueilleuse et j'avais envie de dire évidemment que je suis snob, vous m'avez fait tellement de mal, je me protège maintenant. En fait, soyez un peu cohérents. Je fais ça parce que j'en ai besoin, parce que je fais ça parce que vous m'y avez obligé, surtout. Donc oui, Harry Potter, c'était... Mais je me souviens, j'avais même fait une fausse lettre, j'avais fait baigner des lettres, des feuilles de papier, des enveloppes dans du thé pour qu'elles aient l'air anciennes, et j'avais fait un cachet de cire. Je me disais, peut-être qu'un jour je vais recevoir ma lettre et on va me sortir de là, quoi. On va me sortir de ce monde avec tous ces gens-là qui veulent pas de moi et que je comprends pas. Donc voilà, peut-être que... Du coup, je suis pas sorcière, je suis HPI. Et il n'y a pas un demi-géant barbu qui est venu me l'annoncer quand j'avais 11 ans. Il a fallu mes 30 ans. Je suis encore en pleine digestion de tout ça, avec l'impression d'un énorme gâchis, parce que, à défaut d'avoir pu devenir une très grande ministre de la sorcellerie ou médicomage, si on acceptait un peu plus des gens bizarres comme moi, je serais sûrement dans une autre situation aujourd'hui. Donc voilà, je te disais avant qu'on commence, que j'étais dans une phase de quant à soi, une grosse phase de quant à soi, parce que je trouve ça un peu injuste. je trouve ça un peu injuste qu'on m'ait pas laissé être une sorcière. Et je trouve ça un peu injuste, en fait, d'avoir été cette petite fille tellement exclue, tellement malmenée, qu'elle en a rêvé très fort. Vraiment, j'ai vraiment rêvé très fort de ça, de ce monde-là. Elle en a rêvé qu'un monde totalement fictif soit réel, et s'est projetée dedans très fort pour pouvoir survivre. Et d'ailleurs, à cette époque, c'est l'époque du 56K, avec le bruit du fax quand on allumait l'ordinateur, quand on allumait Internet, qui d'ailleurs était limité à 2 heures, je sais plus par quelle tranche. Une autre époque, ouais. Une toute autre époque. Et j'étais sur un forum Harry Potter qui existe toujours. Je crois que c'est un des plus gros forums Harry Potter. Ça s'appelait la Gazette du Sorcier. Ça s'appelle toujours la Gazette du Sorcier. Et en fait, mes seuls amis à l'époque, ils étaient là-dessus. On était entre freaks, parce que clairement, c'est ce que j'ai été. Quand j'étais môme, j'étais une de ces freaks qu'on met de côté et qu'on malmène. Donc, Harry Potter, c'est le monde dans lequel j'aurais voulu vivre, et finalement, c'est un peu le monde dans lequel j'ai vécu. Alors, pas au sens strict du terme, évidemment, mais j'ai vécu dans ce monde Internet, presque de jeux de rôle, mais qui a donné lieu à de vraies amitiés, parce que j'ai rencontré plein de gens en plus de ce site, et où on se donnait des noms des pseudos de sorciers, on se faisait des jeux de rôle où on était des sorciers, et où j'ai quand même l'impression qu'on était, pas tous, mais un certain nombre à être un peu des comme moi, quoi. Alors, pas des comme moi HPI, mais des comme moi pas tout à fait adaptés à la société, et pas très bien accepté en sens, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, il y a plein de trucs qui me gênent avec Harry Potter. Il y a quand même après, il y a de l'eau à couler sous les ponts. Déjà, forcément, maintenant, je suis plus adulte, plus politisée, plus tout ce que tu veux. Bon, il y a des prises de position de l'auteur que j'apprécie pas particulièrement, voire pas du tout. Et puis maintenant, je me rends compte quand même qu'il y a des problèmes, notamment en termes de représentation de genre, le truc de la mère sacrificielle. Puis tu te dis quand même, le père d'Harry Potter, c'est particulier quand même. C'est un peu ce qu'on appellerait un mec abusif dans la vraie vie. Harry lui-même, il est un peu relou. Ron est quand même très très relou avec le personnage d'Hermione. Donc en termes de représentation, c'est vraiment pas parfait. Mais par contre... cette espèce de rêve d'un autre monde. C'est vrai que ça a une force ça a assez considérable. Ça a été un refuge.
Ça a été un refuge et ça, je le nierai jamais. Alors, au pire, il y a une blague qui circule à ce sujet. D'ailleurs, c'est nier que c'est J.K. Rowling qui a écrit, mais Harry Potter... C'est un livre qui est apparu tout seul à voilà, un ou moment. qui a été écrit par, je sais pas, Shakira ou des Lilliputiens. Mais voilà, j'ai un tatouage en référence à Harry Potter. D'ailleurs, j'ai un tatouage en référence au livre de manière générale, hein, au pluriel. Et ça, c'est un truc, ça peut paraître un peu étrange, voire un peu con, mais Harry Potter, c'est fondamental dans ma construction personnelle, quoi. C'est ce qui m'a fait tenir le coup. Dieu merci, quand j'étais adolescente, il y avait Internet, c'est ce que je viens de dire, mais c'était pas encore si répandu que ça, et il n'y avait pas du tout TikTok, WhatsApp et compagnie. Putain, moi, les enfants de maintenant qui se font harceler à l'école, je me demande comment ils font, parce que je pense pas que j'aurais survécu si le harcèlement s'était pas arrêté aux portes du collège. Ta carte blanche, pour finir. Et ma carte blanche, c'est de la littérature de jeunesse encore, mais de vraiment toute petite jeunesse. C'est un livre de Claude Ponty qu'une tante m'a offert quand je devais avoir 8 ans. On est un peu sur la différence aussi finalement, parce que c'est l'histoire d'une poupée, mais qui ne ressemble pas du tout aux poupées Barbie, voilà, qui a vraiment sa propre spiritualité finalement dans ce livre. Alors il y a un petit extrait qui sera vraiment tout court, parce que c'est un album, donc il y a quelques phrases. Voilà, les illustrations sont très belles, ça marche aussi. La narration passe aussi par les illustrations, quoi. Oui, il y a des grands aplats de couleur bleue, c'est très très beau. J'aime énormément Ponty. Alors, faut dire, hein, c'est un très connu de la littérature enfantine. Il y en a un autre que je préfère. Enfin, en tout cas, dans son œuvre globale. Philippe Corentin. J'ai eu du mal à... Là, je le trouve génial. En plus, pour le coup, il y a quelque chose de... Il s'autorise vraiment beaucoup de malice pour des albums pour enfants, alors qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans le gna gna gna, tout poutou, des trucs bien mignons pour enfants, ce qui n'a pas de sens en fait, parce que le but c'est de les ouvrir justement à plein de tons, de lecture, même dans son dessin aussi, il y a une forme de malice. Mais voilà. Mais Brouty, donc je crois pas avoir donné le titre, Brouty de Claude Ponty, c'est vraiment un livre d'enfance, alors que Philippe Corentin, je l'ai plutôt découvert en commençant à faire une bibliothèque à mes filles. Alors, l'extrait. Voilà que Grimm se transforme sans raison. Il a l'air de moins en moins agréable. Il crie « Pars, va-t'en, quelqu'un t'attend !» Il crie « Quelle horreur, quelqu'un l'aime, tuons-la, mordons-la, elle est entière !» Brouty est attaqué par toutes les poupées. Toutes les poupées inachevées, celles qui n'ont pas été assez aimées pour exister complètement. Mais elles ne peuvent rien faire. Ce sont des mal rêvées, et elles ne sont que fumées. Elles éclatent et disparaissent. Brouty est sauvé. Je crois que c'est... y a plein de petites histoires, comme ça, de micro-histoires dans l'histoire, dans ce livre, mais celle-là me plaît particulièrement. Parce qu'effectivement, c'est l'histoire de Brouty, ça. C'est une poupée qui est rêvée par une petite fille qui est tellement aimée, déjà qu'elle finit par exister. Et voilà, là, toutes ces poupées affreusement difformes, qui sont devenues un peu monstrueuses, qui finalement sont surtout haineuses parce qu'elles sont jalouses de cet amour. Elles sont jalouses à raison, en plus, les pauvres. Elles ont fini inexistantes, enfin inachevées, donc inexistantes, et totalement défigurées par le fait qu'on les ait pas aimées assez. Donc elles ont bien raison d'être en colère, même si elles ne dirigent pas toujours sa colère vers la bonne personne. Et c'est très poétique. J'avais trouvé cette partie-là vraiment particulièrement poétique. Et il faut être aimé pour exister. Moi, je crois. Il y a des gens qui existent sans être aimés. Je crois que ce genre de croyances, de toute façon, elles n'ont pas besoin d'être universelles. Elles marchent pour toi si tu y crois. Il y a des gens qui sûrement existent de ne pas être aimés parce que c'est ça leur philosophie de vie. Alors puis j'ai un peu expliqué mon parcours de vie. Moi qui ai tellement voulu être, alors déjà ne serait-ce qu'acceptée par les autres et sûrement aimée. D'ailleurs ça m'a joué des tours, hein. Ensuite plus tard j'ai tellement voulu être aimée que j'ai cherché cet amour
Et j'ai pas vu des gros pièges qui ont vraiment donné des très vilaines histoires. Parce que quand personne ne nous comprend, ou très peu, la moindre personne qui dit « moi je te comprends, viens », tu fonces. Tu fonces parce que ça paraît tellement inespéré, t'es tellement reconnaissante en plus. Oh, quoi, tu m'aimes? Moi qui suis visiblement pas aimable, au sens vraiment premier du terme, oh là là, je vais pas passer à côté de ça. Je vais foncer. Et tu te retrouves dans des situations malheureusement horribles et abusives et que tu regrettes. J'espère m'être guérie de ça. Et puis j'espère rester avec la personne avec qui je suis actuellement jusqu'à la fin de mes jours en plus. Donc ça va un peu... qui n'est pas une personne abusive. J'aimerais bien que ça reste le cas d'ailleurs. Mais ça devrait aller. Mais oui, moi clairement, je vois pas... Je pense que c'est les autres qui nous font exister et j'imagine qu'on peut exister, d'être haï. C'est pas une très belle manière d'exister. Je préfère exister par les gens qui m'aiment, sincèrement, ce coup-ci, et pas par jouissance de profiter de mes faiblesses. Ouais. Je pense qu'il faut être aimé pour exister. Merci. Et merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et pourra vous donner envie, comme à une poupée de rêve, d'exister et de faire exister les autres. En attendant Bojangles, Olivier Bourdeau est paru en 2016 aux éditions Finitude. Les mots sans les choses d'Éric Chauvier est paru chez Alia en 2014. L'album de Pomme Les Failles est paru en 2019 chez Polydor. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, originellement publié en 2001, est paru en 2004 dans une traduction de François Maspero chez Grasset. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, originellement publié en 1997, a été traduit par Jean-François Ménard en 1998 pour Gallimard Jeunesse. Broutilles de Claude Ponty est paru en 1991 à l'école des loisirs. Le podcast Intertexte est réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre, et j'utilise une musique libre de droit de monsieur John H. Loverkind. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas bien sûr à en parler autour de vous, à vous offrir l'ombre du vent, à écouter Pomme, à contaminer les autres de votre liberté, à vous laisser contaminer par eux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.